présente également, je suis Julien Lugan, je suis maître de conférence à l'Histoire de l'Art et je suis porteur délégué du programme Miro, dont vous avez dû entendre parler. Donc j'innove aujourd'hui, j'utilise Prezi, c'est une grande première. Voilà. Donc j'aurais fait ma part d'innovation. Alors, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste le programme Miro, puis je viendrai sur l'objet vidéo, parce que c'est un des points importants du... Enfin, pas un des points importants, mais ça fait partie quand même de l'innovation pédagogique que l'on propose dans le cadre du programme Miro. Alors, le programme Miro a été porté par Fabrice Lorente, l'actuel président de l'université, qui m'en a confié la garde, si je puis dire. Dès le début du programme, lorsqu'il a été sélectionné dans le cadre des IDEFI, les formations innovantes, c'était au printemps de 2011. Alors le programme court entre 2012 et 2019 et il consiste, pour schématiser à l'extrême, à créer un master professionnel, un master 1 et 2 en tourisme culturel, qui est un master entièrement dématérialisé, qui est basé sur une plateforme d'enseignement à distance. Et ce master est innovant du point de vue pédagogique parce qu'il utilise une plateforme, donc. Il est également innovant parce qu'il associe plusieurs universités de territoires différents. Donc l'université de Perpignan, celle des îles Baléares, celle d'Andorre, celle de Paris 6 via l'Observatoire de Bagnols-sur-Mer et Sciences Po Toulouse. Alors c'est innovant parce que nous allons demander l'habilitation d'une maquette unique au sein de chacun des établissements. Et à terme, on souhaite délivrer 3 diplômes nationaux avec le master Miro. Comme il n'existe toujours pas de diplôme européen, on va donner 3 diplômes, un diplôme andorran, un diplôme français, un diplôme espagnol. Alors voilà pour le cadre général du programme Miro. Alors du point de vue de l'innovation et pourquoi ce programme a été retenu, au-delà des frontières, il casse un peu les frontières nationales habituelles d'un master ou d'une formation d'enseignement supérieur, c'est qu'il est, je l'ai dit, entièrement dématérialisé. Il est basé sur une plateforme d'e-learning en 4 langues, français, anglais, espagnol et catalan. Et que cette plateforme, donc c'est une plateforme Moodle, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus en vérité, sur l'utilisation de la plateforme, propose divers supports. C'est quelque chose qui est en construction. Le master va ouvrir en fait non pas à cette rentrée, mais à la rentrée suivante, en septembre 2015. Et parmi tous les divers supports pédagogiques qui le proposent, il y a des supports tout à fait traditionnels de PDF, de texte, de liens hypertextes pour renvoyer, je ne sais pas, vers Gallica, n'importe quoi, vers des sites internet, etc., des web documentaires. Mais il y a également la vidéo qui est utilisée et qui est non pas au centre, mais qui fait quand même partie de l'identité de ce que l'on veut créer avec Miro. Alors c'est là que la technologie commence. Normalement, si je clique là, ça marche à moitié. Je dois me reconnecter ? Voilà. Donc là, je vous montre la plateforme, donc, qui est en cours d'élaboration et de construction. Elle aura une apparence un peu différente, puisque ça, il y a toute une communication à élaborer du point de vue de la plateforme elle-même et la rendre identifiable. Et je vais vous montrer, on a fait ce que l'on appelait un module démo, qui sert à destination de tous les enseignants qui vont participer au programme Miro, alors les enseignants des îles Baléares, de Sciences Po, etc., puis une grande partie de professionnels, puisqu'on est dans un master pro. Et je suis comme David, je tiens à ce qu'il y ait une proportion, un ancrage dans la réalité des étudiants qui se fasse par les professionnels. Donc il y a un module démo qui a été envoyé au premier partenaire. Et on voit donc dans ce module démo l'utilisation d'une chaîne éditoriale, d'un forum et d'un embryon de cours que l'on a fait ici avec le Prezi. On a pris l'exemple, si vous voulez, d'un cours type qui serait le traitement du patrimoine à la Révolution, l'histoire du patrimoine, si vous voulez. On a mis la focale vraiment sur le Roussillon, pour être encore plus précis, puis on a été encore plus loin en prenant un exemple un peu monographique d'une œuvre qui a été transférée à la Révolution française, qui a été démembrée, réutilisée, remontée, etc. Et on a refait tout le parcours historique qui consiste à la documenter via les archives, la documentation, la transcription de documents,
sa présentation, son intérêt stylistique, patrimonial, etc. etc. Donc là, vous avez une première vidéo, des PDF, etc. etc. Donc je vais montrer un petit bout de vidéo. Je ne vais pas vous infliger trop longtemps, j'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas si on aura le son. Il est coupé sur l'ordinateur. C'est de l'information technologique pour moi d'un coup. Ça. Alors la question de la valorisation du patrimoine, en quels termes se pose-t-elle lorsque l'on est confronté à une œuvre comme ce retable du Rosaire qui provient du couvent des Dominicains de Perpignan et qui est à présent conservé à l'église paroissiale Saint-Jacques. La valorisation du patrimoine, elle doit se faire en évoquant plusieurs caractères qui sont majeurs dans cette œuvre et qui doivent faire l'objet d'une valorisation. Je vous épargne le discours dans son ensemble, c'était pour vous montrer vraiment l'objet vidéo. Je vais essayer de revenir en... Et toutes les vidéos seront doublées? Oui, il y a la plateforme, on sera en 4 langues. Voilà. Elles font toutes le même format de temps, toutes les mêmes... Non, c'est vraiment... Alors je vais en parler à la fin. On est autour, on est en train d'essayer d'étalonner justement. Alors ça c'est un exemple, je vais vous montrer un autre endroit pour vous montrer quelques exemples. Voilà, recherche dans les archives. Je reviens en arrière, c'était juste pour vous montrer la qualité du jeu d'acteur et la qualité des contenus, auquel vous avez été très sensible, je pense, mais je ne veux pas provoquer trop de jalousie non plus au sein du corps enseignant, donc je préfère m'arrêter. Non, c'est pour vous montrer l'objet vidéo. Bon, donc un accès fermé, une plateforme sera un accès fermé, on n'est pas dans les cours, les MOOC qui sont disponibles, etc. Voilà, on tient à notre e-réputation, donc on ne va pas rendre ça massif. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a pu se permettre en fait ce travail sur la vidéo et l'utilisation de la vidéo dans une plateforme d'enseignement, un outil parmi d'autres si vous voulez, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une équipe dédiée. Avec un ingénieur pédagogique, j'en reparlerai, qui a un rôle très très important. Moi j'ai découvert un monde, je ne vous le cache pas, je ne connaissais absolument pas toutes ces innovations en pédagogie. De techniciens audiovisuels, on a un studio équipé qui sera mis à disposition aussi de la communauté enseignante, l'ensemble de l'université, et même un équipement pour un tournage mobile. Vous avez vu, on a tourné dans une église, on a tourné aux archives, etc. Donc il y a vraiment la possibilité de tourner dans un studio de captation dédié ou vraiment de manière mobile. Alors, d'avoir tous ces outils, tout ce personnel, ça a forcé à avoir une réflexion au préalable sur l'objet vidéo. Si vous voulez, moi j'avais une vision un peu du fameux MOOC où on filme, on capte et puis on met comme ça, alors c'est les leçons du Collège de France, les conférences de l'EPHE, pour des choses auxquelles moi je m'intéresse un peu. Et voilà, qui sont vraiment pour un public averti. On regarde pendant 1 heure quelqu'un qui parle ici, sans scénarisation, etc.
Donc ça, c'était moi l'image que j'en avais, et en fait, l'ingénieur pédagogique qui a été recruté nous a montré qu'on pouvait l'utiliser comme un outil. Et le contre-modèle, alors j'ai mis le modèle serait le dessous d'écart pour schématiser, hein, l'émission de Victor, là, sur, voilà, avec l'utilisation d'un objet vidéo très dédié, scénarisé, mise en scène, etc. Puis le contre-modèle, c'était la captation massive. Et donc l'ingénieur pédagogique a montré qu'on pouvait travailler vraiment sur l'outil vidéo comme un autre outil, l'amener vraiment et l'utiliser comme tel. Ça imposait une chose, de le concevoir. Il ne faut pas confondre l'objet et le support, si vous voulez, hein. C'est vraiment une conception. Voilà. Pourquoi je vais mettre sur la plateforme à disposition un PDF pour les étudiants avec tel type d'information dedans? Je dois penser exactement la même chose pour l'objet vidéo. Là, une vidéo s'impose. Pourquoi? Parce que ça me permet, vous avez vu dans une même image, de dire je suis aux archives, j'ai tel IAS dans les mains, voilà quel est le type d'écriture, et je n'ai même pas besoin de le dire d'ailleurs. Donc il y a toutes des informations qui passent en quelques secondes, et c'est vraiment un éclairage, une focale, qui est extrêmement efficace. La réflexion, elle doit s'opérer à deux niveaux en fait. Le premier niveau, c'est celui que je viens d'indiquer. Je dois utiliser un peu de vidéo, un peu de PDF, un peu d'hypertexte, etc. Je ne dois pas négliger cet outil, il ne doit pas dépasser les autres, mais je dois l'utiliser aussi. Et cet objet vidéo, il doit vraiment être réfléchi dans une scénarisation globale d'un cours et dans une scénarisation particulière à cet objet vidéo. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi c'est l'idéal d'utiliser la vidéo dans ce cas? Alors, c'est dans notre réflexion pour la construction du programme Miro, si on veut être identifiable, si on sera un programme innovant parce qu'on sera européen, on sera innovant parce qu'on sera sur une plateforme en plusieurs langues, qu'on aura un lien avec le milieu professionnel qui sera très marqué, avec des ateliers tutorés, etc. Un grand workshop de 15 jours tous les 2 ans présentant les travaux, avec les discours avec les professionnels du domaine, etc. On est également innovant et remarquable par une sorte d'identité. Une identité visuelle, c'est la plateforme, c'est toute la com qui va accompagner la plateforme, dire je vois quelque chose, oui c'est Miro, par le code couleur, j'en sais rien moi. C'est de la com, hein, tout simplement. Mais l'objet vidéo peut en faire partie. Et c'est pour ça, je vous ai montré quelques secondes, mais on a décidé de soigner l'objet vidéo. Vous avez vu, il y a eu une scénarisation, une présentation, le nom, une petite musique, etc. Un rappel de la personne, du sujet, dans quel cadre ça vient, pourquoi, comment, etc. Et d'avoir toute cette réflexion sur faire un objet vidéo remarquable, pas massif, pas une captation simple, etc. Ça nous a entraîné plus loin à nous dire, mais non seulement il doit être remarquable par la qualité du rendu lui-même, mais la qualité de la réflexion que cela implique. Et lorsque j'ai eu la discussion par téléphone avec Anne et Bertrand, pour moi qu'on me contacte pour de l'innovation, je croyais qu'il s'était trompé de numéro de téléphone, comme David. Je crois qu'au bout d'une minute, il me dirait excuse-moi, on s'est trompé, c'est pas toi qu'on voulait appeler. Et voilà. Et en fait, non, c'est au cours de la discussion, et parce qu'on en avait parlé, Bertrand, je m'en souviens, il y a quelques mois, effectivement, la grande innovation que ça représente, c'est le passage de ce que j'ai appelé un discours chronologique à un discours thématique ou conceptuel. C'est très proche de l'atelier, en fait. Je suis historien de l'art. J'ai l'habitude de tenir un discours chronologique. Je ne vais pas dire bêtement chronologique, je ne vais pas d'un coup dire j'ai tout changé, c'était pas bien ce que l'on faisait avant. Mais je remarque que l'objet vidéo permet d'avoir une réflexion préalable sur un éclairage qui est beaucoup plus thématique ou conceptuel. En introduction, j'ai une courte vidéo sur un concept, sur un thème très précis. Et après, je déroule par des documents, des supports, etc. Et ça casse le discours habituel, qui a tendance vraiment à être chronologique. Et c'est la grande évolution moi, que j'ai remarqué, que je suis en train de mettre à profit, si vous voulez, pour ma propre expérience d'enseignant-chercheur, de deux manières. La première, c'est dans des cours que je peux donner en licence, etc., où j'ai testé
Alors je l'avais testé d'une autre manière dans un IEP, parce qu'on nous demandait là vraiment de l'éclairage thématique, mais c'était très normé quand même. Et là j'ai essayé à l'échelle d'un cours que je pilotais entièrement moi, de le construire de manière thématique et conceptuelle, et de donner suffisamment de documents annexes pour que le cadre chronologique, etc., les étudiants en fassent leur affaire en quelque sorte. Et ça, j'ai vu une vraie évolution dans la compréhension de concepts et de notions un peu complexes que l'on a tendance à mobiliser dans les cours en particulier de L3. Je l'ai vu à la qualité ensuite des dissertations, de l'argumentation, etc., où on voyait ressortir ces thèmes qui avaient été au centre à chaque fois d'un cours, d'une séance. Et je suis en train aussi de le mettre à profit dans des ateliers que l'on mène de manière un peu artisanale pour l'instant, mais j'ai vu que tu vantais les mérites des apprentis, des ouvriers, etc., donc je reste dans la notion d'artisanat. En histoire et en histoire de l'art, on a monté des ateliers de méthodologie en Master 1, où cette année on les a vraiment montés de manière structurée. L'année dernière on avait fait une première tentative en les convoquant hors emploi du temps, etc. Cette année avec un emploi du temps très régulier, etc. Et j'ai bien vu cette année qu'il manquait une chose pour vraiment basculer vers de l'innovant, c'était l'objet vidéo pour passer en pédagogie inversée. C'est-à-dire faire une courte vidéo, chaque atelier est thématique dans nos ateliers de méthodologie. On fait un atelier sur qu'est-ce que l'historiographie, qu'est-ce que la constitution d'un corpus, qu'est-ce qu'une bibliographie thématique, qu'est-ce que sont les normes de présentation. Enfin voilà, tu vois, des thèmes comme ça qui s'additionnent. Et je me rends compte qu'il nous manque, là, vraiment pour franchir un cap, l'objet vidéo qui nous permette de passer en ce que j'appelle la pédagogie inversée. L'étudiant se rend sur l'ENT, j'en sais pas, une plateforme quelconque, il a une courte vidéo de présentation très précise sur ce thème, et il a les documents annexes, et on se voit la semaine d'après, et on voit ce qu'il en fait ressortir. Donc dans la modélisation, le transfert de bonnes pratiques, je ne sais pas comment on peut appeler ça, depuis Miro vers d'autres formations de l'université, la découverte et l'utilisation de l'objet vidéo, oui, s'avère être quelque chose qui va devenir tout à fait important. Voilà, je vous remercie.